Salut, c'est Elodie Latval. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas sorti d'épisode et oui, je vous le dis tout de suite, le rythme va être un peu plus calme cette année. On reprend quand même avec un témoignage vraiment intéressant, celui de Stéphane. Il a été diagnostiqué tardivement et dans son parcours, on retrouve quelque chose de très courant, beaucoup d'anxiété, des périodes dépressives et puis à un moment, ce diagnostic qui arrive et qui met enfin du sens sur ce qu'il vivait depuis des années. Stéphane parle de son autisme de façon très simple, très claire et je pense sincèrement que ça peut aider à mieux comprendre comment ça se manifeste, surtout quand ça ne se voit pas. Je vous laisse l'écouter. À l'automne 2021, je suis allé habiter près de Valence. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, avec le recul, ça m'avait pas du tout été favorable puisque ça avait augmenté mon anxiété. La perte de repères géographiques, l'éloignement avec famille, amis. J'étais dans une période où personnellement et professionnellement un peu instable. Et puis après, en 2022, je commence à consulter un psychothérapeute. À la fin de la séance, il me donne un contact dans son répertoire d'une psychologue spécialisée dans l'autisme. Bien donc, rapidement après le rendez-vous, j'ai contacté cette psychologue. Du coup, elle m'a proposé de passer aussi le test de QI, plus le test de TDAH. Donc, j'ai eu, qui a été confirmé, le trouble du spectre de l'autisme, qui s'appelait avant syndrome d'Asperger. Le TDAH, avec une forme d'inattention où en fait je vais alterner avec des périodes de concentration profonde sur des sujets qui m'intéressent vraiment et puis des sujets qui vont pas m'intéresser, je vais pas accrocher du tout quoi. Puis surtout mon cerveau qui va aller d'idée en idée tout le temps, faire des liens sans arrêt. Par exemple, je suis avec quelqu'un, il me parle d'un truc, je fais des liens après un lien qui parle un truc et puis au bout de 5 minutes, je me rends compte qu'en fait je me suis complètement éloigné du sujet de base et je sais même plus pourquoi on a parlé de ça. Et je me rends compte que mon père fait pareil, en fait. C'est là qu'en fait, lui, il sait pas tout ça, il s'est pas intéressé au test, au machin, tout ça, mais l'inattention, il a, dispersion comme ça, là, de raisonnement, il a, et pour mon père, c'est une génération qui va pas s'intéresser à ça, mais on va dire que la psychologue m'a très bien dit qu'il y a une forme de transmission de parents à enfants. Pour revenir aussi à mon passé, je me suis toujours senti différent et je le resterai, je le suis, mais différent des autres, avec une personnalité qu'on peut dire en majorité introvertie, qui va avoir besoin de solitude pour se recharger en énergie, en même temps qui a besoin de voir un peu des gens tous les jours quand même aussi, et puis des intérêts restreints, et puis le besoin d'être stimulé intellectuellement, sinon quand je m'ennuie ou quand j'ai un mauvais niveau d'énergie, c'est là qu'il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété qui surgit. Donc bien gérer mon niveau d'énergie, me coucher à des heures régulières, avoir le bon heure de sommeil qui convient. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris, surtout durant les dernières années, parce qu'il y a à savoir aussi que du coup, pendant cette période de 2022, j'ai déclenché une dépression, burn-out, comme mon boulot qui fonctionnait pas, et puis dépression parce que personnellement ça allait pas non plus, et puis tout ça, la découverte, elle avait du positif bien sûr, mais en même temps ça chamboule du diagnostic parce que on a quand même une sorte d'étiquette un peu, donc même si on apprend à se connaître, il y a quand même aussi des bouleversements un peu. Et puis donc dépression qui a duré plus de 6 mois. 2022, je suis reparti de là-bas. J'allais trop mal pour rester seul. Je suis reparti dans ma famille pendant 6 mois pour me soigner de cette dépression. Et petit à petit, à force de prendre du temps pour retrouver des endroits où j'allais me promener, et les magasins où j'allais, enfin tous les lieux que je connaissais pour retrouver des repères, me réancrer dans une stabilité qui me rassure et qui me fait du bien en fait par rapport à mieux connaître mes besoins du coup, puis les écouter surtout. Alors je parlais de mes livres, mais moi j'en ai environ 475 chez moi de livres et j'en prends quelques-uns encore parce que c'est vraiment un intérêt restreint. Donc dans l'autisme, pour ceux qui savent déjà, les intérêts restreints font partie des caractéristiques qui nous définissent un peu, et moi c'est les livres où je vais avoir cette curiosité d'avoir de la connaissance, de me nourrir intellectuellement. Et moi, par rapport à cette période difficile, donc de burn-out, dépression, diagnostic, tout ça, j'ai appris que si je nourris pas mon cerveau assez avec du positif, il va s'occuper avec du négatif. Les angoisses et les anxiétés. L'incompréhension du code social, je dirais que c'est le truc majeur où on a beau essayer des fois de masquer, de copier, de s'adapter. Les gens sentiront toujours une petite différence, c'est sûr. Ça m'est arrivé qu'on me pose une question, puis moi je réponds un peu en décalage. Donc il y a eu quelques moqueries parfois sur des choses comme ça.
Ça m'est pensé au début du livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle J'ai pas les codes. Il y a un chapitre où elle dit Salut, ça va. Moi qui aime l'explicite, le premier degré, les choses claires, compréhensibles, moi s'il me demande ça va, je lui raconte. Si ça va pas, je lui raconte. Alors qu'en fait, en face, il s'en fout. Il veut juste dire ça va comme il dirait salut. Je voyais qu'il comprenait pas pourquoi je lui racontais ma vie. Et après, un jour, moi, il y en a un, je lui dis alors salut, comment ça va? Il me dit ça va. Et puis je dis pourquoi? Il me dit il veut pas me parler, qu'il veut pas me dire vraiment si ça va ou ça va pas. Voilà, c'est une explication un peu qu'on prend à la rigolade, mais en fait qui est un peu pour mettre une touche d'humour, pour expliquer ce que c'est la difficulté des codes sociaux. Donc on va dire que c'est ça qui joue au quotidien comme difficulté. Des fois, le fait que dans l'autisme, on va vouloir être attentif aux détails, ça peut déranger les gens autour. Je me rappelle, j'avais une amie, je lui disais ouais, telle personne, elle m'a appelé, ça a duré 47 minutes et 13 secondes. Je dis oui, bon, ça a duré 3 quarts d'heure, qu'est-ce que tu nous fais chier que tes minutes et tes secondes là? Elle aimait pas que je sois trop précis parce qu'elle trouvait que ça avait aucun sens, alors qu'en fait, chez nous, la précision, elle va être un côté rassurant, structurant, stabilisant. Après, au niveau de la communication, il y a un truc que je peux apporter aussi, c'est le fait que quand je dis quelque chose et que l'autre m'a pas dit en face, oui, d'accord, j'ai compris, ok, m'a pas validé en fait sa compréhension, eh ben c'est comme si je vais rester en suspens. Soit je vais rester en suspens en me demandant pendant un moment après s'il a vraiment compris ou pas, ou soit je vais me répéter en fait en mode perroquet un peu, et après d'un coup on va me dire mais c'est bon là ça suffit, ça fait 3 fois que tu le dis. J'ai oui mais tu m'as pas dit oui ou non ou quoi ou ok. Pour moi c'est quelque chose qui est logique, évident, explicite de répondre et de valider quand on dit quelque chose pour qu'on se sente compris en fait. Je vais être aussi moitié introverti, moitié où j'aurai besoin de moments pour moi, vraiment, et quand même voir un peu des personnes dans la journée, mais trop de sollicitations, trop des gens qui feraient que parler, qui parleraient trop, ça me saoulerait vite en fait. Et avant je le disais pas, que maintenant j'arrive à mieux le dire, à mieux m'affirmer là-dessus, à dire là stop, j'ai besoin de repos à un moment là. Ce qu'on appelle un trouble, qui pour moi est une différence simplement, hein. Déjà ce mot trouble il va pas très bien je trouve, parce que ça fait trop celui qui a une pathologie, un truc, alors qu'en fait c'est juste un fonctionnement qui est plus différent, hein. C'est juste, on apprend à se connaître pour mieux vivre avec et puis vivre comme qui on est quoi, tout simplement, hein. Moi maintenant, je commence à l'assumer, enfin à l'assumer, à être fier d'être qui je suis. Là, je vais commencer à me livrer un peu plus et pouvoir, être à l'aise à le dire parce que je sens que la personne, elle va être, non jugeante et non stigmatisante et tout ça. Il y a un petit livre que je me suis pris, un livre de poche d'une auteure qui a écrit le livre, Fier d'être Asperger. Je sais plus le nom de l'auteur exact là, mais juste pour pouvoir le poser dans un coin sur une étagère et pouvoir voir de loin, fier d'être Asperger, de me dire ouais, pourquoi pas quoi? Pourquoi pas en être fier quoi en fait? Parce que c'est toujours écrit partout trouble, machin, mais pourquoi pas en être fier quoi? On a le droit d'en être fier et en fait, comme je te disais, le fait d'être respect direct, tout ça, honnêteté, machin, dire franchement les choses, il y a des choses dont on peut être fier. Donc c'est pour essayer de contrebalancer justement cette stigmatisation qu'il y a encore, et c'est tous les petits trucs pour essayer de dire oui, ben à nous aussi de faire la démarche, les petites actions pour pouvoir le voir positivement et changer un peu cette vision en fait, et plus donner le pouvoir aux gens qui vont nous juger. Aussi, c'est une peur aussi à différencier. Souvent, ceux qui ont peur de quelqu'un qui est pas comme eux, qui vont le juger en fait. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans 2 mois. À très vite.